Bon, je vois qu'on vous a photocopié, c'est une excellente initiative, les règles de jeu. Donc à la limite, il vous suffirait de les lire, elles sont assez explicites. Et je vous propose qu'on les lise ensemble et qu'on les commente au fur et à mesure. Si vous avez des questions ou des commentaires à rajouter, n'hésitez pas à lever la main et à intervenir au fur et à mesure qu'on va prendre connaissance de ces règles de jeu. Donc ces règles ne sont pas là pour imposer une discipline un peu répressive, mais au contraire pour faciliter la pratique. Dans tous les temples, il y a des règles. D'ailleurs, les moines sont ceux qui suivent une règle. Hein. On parle dans les pratiques spirituelles, il y a les laïcs, et puis les moines. On appelle ça parfois le clergé régulier. Régulier, ça veut dire qu'il suit une règle. Et la règle sert en fait à harmoniser ce qui est l'essence de la pratique avec la manière de vivre, la manière d'être, la manière de fonctionner. Donc il faut les prendre comme des guides et des occasions de réfléchir à la façon dont on se comporte, de façon à ce que notre comportement ne trahisse pas l'essence de l'expérience que l'on fait en zazen, mais au contraire s'harmonise avec elle et la prolonge. Voilà. Alors ceci étant dit, on va passer en revue ces règles. Et n'hésitez pas à intervenir et à questionner au fur et à mesure. Et puis ensuite, je donnerai à Janine pour photocopier ça. C'est un fascicule. Autrefois, la ZEDI publiait ce qu'on appelle les Shindenshin. Et dans ce fascicule-là reprend toutes les règles du dojo. Et c'est une bonne aide aussi pour les enseignants. Hein. Il y a des conseils pour les enseignants. Donc il faudra rendre ce petit fascicule disponible. Alors... Donc le dojo est le lieu où l'on pratique la méditation assise, le zazen, concentré sur le corps et la respiration. On apprend à s'oublier soi-même. Moi, j'aurais dû commencer par mettre, on apprend à se connaître soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait corriger dans ce texte. Parce que la base, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. C'est la base de toutes les sagesses, et pas seulement le zen, hein, mais toutes les sagesses du monde. C'est la première chose, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Connais-toi toi-même de Socrate, hein, et de l'oracle de Delphes, c'est le point de départ de la sagesse occidentale, la sagesse grecque, mais c'est valable aussi pour les sagesses orientales. Donc c'est apprendre à se connaître soi-même, et comme le disait Dogen dans le Genjo Kohan, s'oublier soi-même, apprendre à se connaître soi-même, c'est s'oublier soi-même. C'est-à-dire réaliser, ce que je disais tout à l'heure pendant le Kusen, qu'au fond, soi-même n'est pas quelque chose, n'est pas une entité séparée. Et permanente, mais n'existe qu'à travers l'interdépendance avec tout l'univers. Donc s'oublier soi-même, en fait, c'est oublier l'aspect égocentrique de à quoi pourrait aboutir notre connaissance de soi, et au contraire s'ouvrir à une connaissance qui nous fait réaliser notre unité avec tous les êtres, qui est la base même de toute vie spirituelle. On peut dire pratiquement de toutes les... C'est l'esprit religieux d'avant les religions. Donc, pour se concentrer sur le corps et la respiration, on apprend à s'oublier soi-même, et ainsi on réalise la dimension profonde de son existence en unité avec tous les êtres. C'est ce que je viens de commenter. Afin de permettre une pratique collective sereine, certaines règles doivent être respectées. Y veiller est l'occasion d'être attentif à l'interdépendance avec les autres et de les respecter. Cela aide à la réalisation concrète de la voie corps et esprit en unité dans l'activité quotidienne comme en zazen. Oui, alors ça c'est un point très important aussi, c'est que le zazen ne doit pas être quelque chose de spécial, d'à part. Le zazen doit être la pratique qui nous permet
d'avoir une vie dans l'esprit du zen. C'est pas seulement le fait d'entrer dans le dojo et de s'asseoir sur un zafu. Ça doit être la source de toutes nos pensées, nos paroles et nos actions dans la vie quotidienne. Donc, les règles et les manières de se comporter dans le dojo ne sont pas des contraintes, mais des moyens d'exprimer la nature de Bouddha. La vie sans séparation avec tous les autres, avec les autres. Pratiquer sans attachement, elles permettent de vivre au-delà de notre petit ego. Ceci est source de libération et de compassion. Alors, premièrement, toutes les pratiques dans le dojo, zazen, samu, cérémonie, et même les moments conviviaux, c'est-à-dire le moment où on prend un café, un thé ensemble, sont l'occasion d'approfondir la voie du bouddhisme Zen Soto dans les divers aspects de la vie. Cette tradition spirituelle y est enseignée, étudiée et pratiquée. Alors, j'ajouterais qu'elle est enseignée, pratiquée, étudiée, mais à l'exclusion de tout autre enseignement. C'est-à-dire que on verra après qu'il est possible d'avoir certaines pratiques dans le dojo qui ne sont pas tout à fait le zazen, mais qui y aident et qui s'en rapprochent, comme la pratique du yoga ou des massages, du shiatsu. C'est tout à fait possible d'introduire par moment des activités de ce genre dans le dojo. Principalement yoga et massage. Ce que Madé Shimaru a toujours accepté et que l'on pourrait pratiquer ici, si l'on veut. Mais éviter toute autre activité que ça. Hein. Alors les cérémonies, ça c'est un point important par rapport aux règles dans le dojo. Il est clair que la cérémonie n'est pas quelque chose qui est imposé. C'est-à-dire, si vous ne le sentez pas, si vous voulez simplement vous asseoir en zazen et que vous considérez que les cérémonies, pour X raisons, ça ne vous convient pas, en particulier parce que beaucoup de gens viennent au zen parce qu'ils ont été un peu découragés par les pratiques religieuses de leur enfance, notamment le fait de l'obligation d'aller à la messe et de suivre un certain nombre de cultes. Et souvent, la motivation pourquoi les gens ont quitté la religion, et ils reviennent à travers le zen, et d'un seul coup, ils se retrouvent de nouveau confrontés avec le fait de devoir adhérer à la cérémonie, et souvent, ça les décourage. Il y a même des gens qui sont venus au dojo qui sont partis à cause de ça. Alors, il faut que ça soit clair pour vous, mais aussi pour les gens à qui vous en parlez autour de vous, que même s'il y a des cérémonies, on peut tout à fait, pendant la cérémonie, rester en chashu. Je précise, hein, les trois positions des mains en zazen. C'est le kai-join, c'est ce mudra-là, hein, les pouces horizontaux, le tranchant des mains en contact avec le bas-ventre. C'est gassho, qui sert à saluer et qui exprime à la fois l'unité et le respect, l'unité intérieure, corps-esprit en unité, l'unité avec le lieu dans lequel on entre, l'unité avec la nature de Bouddha, qui est symbolisée par le Bouddha sur l'autel, mais ce n'est pas Bouddha comme une sorte de divinité qu'on vénère, c'est la nature de Bouddha qui existe en chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle aussi nous faisons gassho les uns face aux autres. Quand pendant la cérémonie, il y a deux côtés dans le dojo, et quand on salue les autres participants qui sont, Madé Shimaru le répète toujours, les gens qui font zazen sont des Bouddhas. C'est-à-dire des éveillés, des gens qui s'éveillent, en tous les cas, au moment où on pratique zazen. On n'est pas éveillé tout le temps, malheureusement, mais au moins au moment où on fait zazen, normalement, c'est une pratique d'éveil. Et donc, Bouddha veut dire éveillé, pas autre chose, hein, c'est pas une divinité. Donc ça, c'est le deuxième geste. Et le troisième geste, c'est chashu. Chashu, c'est le pouce à l'intérieur du poing. La paume de la main tournée vers le plexus solaire, un peu sous le sternum, et la main droite qui enveloppe. Mais les mains ne sont pas perpendiculaires à la poitrine, hein, c'est à plat, hein, comme ça. Et ça, c'est la position dans laquelle on est quand on est en attente, qu'il n'y a pas d'autre pratique à faire. Voilà. Alors...
Voilà, donc il est rappelé que, en fait, c'est la pratique enseignée dans le dojo, c'est le bouddhisme zen Soto. Il y a d'autres formes de zen et d'autres formes de bouddhisme, bien évidemment. Et lorsque l'on pratique le zazen, on respecte toutes les autres formes de bouddhisme. Il ne s'agit pas de dire que le zen, c'est le vrai bouddhisme, et le reste, ce soit quelque chose de faux, d'hérétique ou d'inférieur. Hein. C'est très important d'avoir un grand respect, d'ailleurs pas seulement pour les autres pratiques du bouddhisme, mais pour toutes les autres religions et toutes les autres croyances. Ça, c'est un aspect fondamental qu'on doit développer au niveau de notre état d'esprit, c'est-à-dire éviter complètement le dogmatisme, le fanatisme. D'ailleurs, on verrait, il y a un précepte aussi qui dit ne pas se prendre supérieur aux autres. Et c'est vraiment très important d'avoir cette attitude de respect, y compris d'ailleurs le respect des gens qui ne sont pas religieux du tout, ou des athées. Voilà. Bon. Alors ensuite, le deuxième point, c'est les préceptes. Alors là, il faudrait une conférence entière sur les préceptes, je ne veux pas y revenir. Vous les connaissez, j'espère. En tous les cas, il faut se les rappeler. Normalement, dans certains temples, dans certaines écoles, on n'autorise pas les gens à entrer dans le dojo s'ils n'ont pas accepté de suivre ces préceptes. Hein, pas tuer, pas voler, pas mentir, pas de mauvaise sexualité, etc., etc. Il y en a 10. Ensuite, troisième point, les 6 paramitas. Ça, c'est les 6 paramitas, ce sont toutes les pratiques des bodhisattvas qui caractérisent ce qu'on appelle le grand véhicule. Et ça englobe tout, on peut dire. Hein. Ça englobe tout, je le rappelle, les préceptes, le don d'abord. Ça, c'est intéressant de voir que le don est placé en premier, parce que il vient même avant les préceptes. Et le don, c'est vraiment l'expression de la voie. C'est-à-dire d'une attitude complètement généreuse dans la vie, totalement non égoïste. Et le premier don que l'on fait, c'est déjà de venir au dojo. Le fait de venir au dojo, d'amener son corps et son esprit dans le dojo, c'est ce qui permet à d'autres de se joindre à nous. Donc quand on vient au dojo, on ne vient pas seulement pour soi-même. On apporte sa pratique qu'on partage avec les autres. Et comme disait souvent Maître Deshimaru, plus on est nombreux dans un dojo, plus il y a une forte énergie. Et ce don que chacun fait de son énergie et de son temps pour venir pratiquer dans le dojo, c'est un aspect très important de la pratique. Alors ensuite, le quatrième point, il est rappelé que les pratiquants sont des amis spirituels. Ils s'efforcent de créer entre eux une atmosphère stimulante fondée sur le respect mutuel. Chacun s'efforce de mettre en pratique l'enseignement transmis. Ça, c'est vraiment la caractéristique fondamentale de la Sangha. D'ailleurs, on avait dit à propos du titre de cette conférence d'aujourd'hui que c'était les règles du dojo et les 3 trésors. Et donc, la Sangha, la communauté, c'est un des 3 trésors, et c'est très important d'en être conscient. Ensuite, il y a le 5e point, concerne l'attitude des disciples anciens qui sont responsables de l'enseignement. Ils doivent le transmettre donc avec bienveillance et humilité, en évitant les critiques hostiles des erreurs des autres. Ils sont attentifs à ne pas abuser du pouvoir d'influence que leur confère leur fonction. Ils donnent l'exemple et en pratiquant ce qu'ils enseignent. Donc ça, c'est très important. Souvent, les gens qui viennent dans un dojo, ce qui les encourage à pratiquer, c'est de sentir l'esprit qui anime les anciens. Donc on a une grande responsabilité pour ça. Si un ancien se comporte mal,
les gens disent que cette pratique n'est pas valable, parce que voilà des gens qui pratiquent depuis des années, puis voilà comment ils se comportent. En parlant mal, en agissant mal, enfin bref. Donc il faut... Ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Hein, parce que parfois, il y a des erreurs qui sont commises. Je ne l'en remarque pas tellement ici dans le dojo, sinon je les aurais corrigées. Mais dans certains endroits, notamment à la Gendronnière, on a eu des périodes où vraiment les anciens ne donnaient pas vraiment un bon exemple. Et donc, ça nous a fait du tort d'ailleurs. Hein. On a rectifié le tir quand on a pris conscience de ça, mais ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait Tazen que forcément on va toujours avoir un bon comportement. Il faut faire très attention à la façon dont on se comporte, notamment dans les lieux où on pratique, mais partout ailleurs aussi, bien sûr. Et il y a aussi le fait de ne pas être orgueilleux ou de tirer une certaine supériorité de son ancienneté et d'un certain pouvoir d'influence. Ça, c'est très important. D'ailleurs, à la ZEDI, on y réfléchit. On est en train de préparer une charte éthique pour la ZEDI, mais l'Union bouddhiste de France aussi travaille là-dessus. On travaille tous là-dessus, sur l'éthique dans le bouddhisme. Et donc... voilà, c'est un point très important. Oui, ce que je voulais dire, ce qui est important, entre autres, c'est de ne pas abuser de son pouvoir. C'est pas tellement, dans le zen, ça a pu exister, mais très peu. Mais par exemple, vous savez que dans le bouddhisme tibétain, il y a eu des abus de pouvoir énormes. Hein, et ça a fait que certains lamas, même, ils sont exilés carrément. Hein, parce qu'ils ne pouvaient plus rester en France, ils risquaient d'aller en prison. Hein. Quand leurs comportements ont été révélés, et notamment les abus sexuels, hein, par rapport voilà, des lamas qui étaient un peu vénérés, adorés par des femmes, hein, et qui abusaient de leur pouvoir au niveau sexuel même. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des rencontres heureuses et d'être amoureux dans le zen, mais il ne faut pas que ça soit la conséquence d'un abus de pouvoir ou d'influence. Voilà. Les sentiments, ça fait partie de la nature humaine. Mais il ne faut pas abuser du prestige que l'on a pour séduire les autres. Voilà. Oui, on en est au point 6. Hein. Conscient de la chance de recevoir l'enseignement du bouddhisme Zen Soto, chacun s'efforce de le protéger et d'aider par sa pratique à sa transmission juste aux générations futures. Ça, c'est aussi un point extrêmement important. Vous savez, on sait tous maintenant, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, à quel point la jeunesse est souvent un peu désorientée à l'heure actuelle. Et recherche vraiment quelque chose qui puisse faire sens dans leur vie. Moi-même, je suis venu au Zen il y a une 50aine d'années pour cette raison-là. Et je crois que cette question du sens de la vie qui me tarabustait à l'époque, maintenant, elle s'est encore plus développée qu'à l'époque des années 60. Hein. Et donc, il faut être conscient de ça et encourager des réponses favorables à cette question du sens. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, les querelles et les discussions inutiles sont à éviter. Ah oui, avant même ça, le point 7, afin de préserver le calme et la concentration nécessaire à la pratique du dojo, son entrée est refusée ou sera refusée à ceux qui ne pourront suivre les règles, voilà, et notamment aux personnes sous l'emprise de l'alcool, de la drogue ou de maladies mentales graves. Bon, ça paraît évident pour ce qui est de l'alcool, des drogues. Pour les maladies mentales, on a eu des fois des personnes très perturbées mentalement, mais qu'on a accepté dans le dojo, notamment on a eu plusieurs fois des schizophrènes,
Et moi, je les ai protégés pour leur permettre de continuer la pratique dans le dojo, dans la mesure où leur maladie mentale ne crée pas des comportements perturbants pour les autres. Parce que des fois, quelqu'un qui est psychotique et qui est très perturbé, sans le vouloir, hein, mais même provoque une espèce de, comment dire, oui, d'ambiance bizarre autour de soi. Hein. Et donc, voilà, à la fois il faut être tolérant pour les gens qui sont malades mentaux, mais il ne faut pas que cette maladie mentale perturbe la sphère du dojo, parce qu'à ce moment-là, c'est tout le monde qui en pâtit. Alors à ce moment-là, comme je le dis dans les règles, là, les personnes doivent être invitées à se soigner. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir arriver des psychotiques dans le dojo, et quand je voyais où ils en étaient, je leur ai dit, écoutez, allez vous soigner d'abord, et je leur ai donné mes adresses de psychothérapeute. Bon. Ceci dit, on peut tout à fait continuer la pratique de zazen, même en restant psychotique, parce que la psychose, ça ne se guérit pas facilement, mais à condition que l'état de la maladie permette une pratique calme dans le dojo, et non pas une pratique agitée, quoi. Je vous dis ça, c'est pas votre cas, mais si vous avez autour de vous, dans votre entourage, des gens dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut leur dire. Alors, les querelles et les discussions inutiles sont à éviter. Ici, je n'ai pas remarqué qu'il y avait tellement de querelles, mais ça peut arriver quand même. Et ça, il faut absolument éviter ça. Et si ça apparaît, tous les gens qui sont autour sont responsables de faire cesser la querelle le plus vite possible. Hein. Quitte à prendre les gens à part et de les aider à remédier à leurs disputes. Les exclusions, pour les gens qui perturbent, ça c'est très rare. Hein. Mais c'est pas exclu. Donc, il faut le savoir. Pour les gens qui ont des responsabilités dans le dojo, si quelqu'un dérange durablement, comme je le mets dans la règle, là, à ce moment-là, il faut dire à la personne, ben, écoute, d'abord lui faire prendre conscience de pourquoi elle dérange, l'inviter à corriger son comportement. Si elle ne peut pas, lui dire, ben, écoute, tu pourras revenir dans le dojo une fois que tu auras compris et réalisé à quel point tu déranges les autres. Et à ce moment-là, on peut réintégrer la personne. Jamais personne, ça s'est quasiment jamais produit ici. Mais autrefois, ça s'est produit au dojo de Paris, à la Gendronnière. Et il n'y a encore pas si longtemps que ça, à la Gendronnière, on a eu le cas où on a exclu quelqu'un un permanent de la Gendronnière, qui abusait des femmes qui venaient à la Gendronnière. On l'a exclu complètement. Fini, stop, pas possible. Sauf s'il se repent et s'il change. Alors l'histoire d'arriver à l'heure, je dois moi-même y faire attention. Il m'arrive des fois d'être un peu limite au niveau de l'horaire. Donc c'est vraiment important, il faut vraiment s'efforcer d'arriver un quart d'heure avant et d'être prêt à faire la zazen 7 minutes avant la cloche du début du zazen. Ça veut dire considérer vraiment que la pratique dans le dojo, c'est prioritaire par rapport à nos activités. Souvent, on est chez soi en train de faire quelque chose qu'on juge important et on veut terminer, on ne regarde pas l'heure et on finit par se mettre en retard. Donc ça, il faut faire attention. Alors si on arrive en retard, il ne faut pas forcer, il ne faut pas insister pour entrer, mais on peut revenir au kinin. Donc vous connaissez les horaires du dojo. Le zazen dure une demi-heure, le premier zazen. Donc c'est par exemple, le zazen, c'est comme le matin est à 9h15. Bah, si on s'aperçoit en arrivant que la porte est fermée, on n'essaye pas de forcer l'entrée. On s'en va, on va prendre un café quelque part et on revient au bout d'une demi-heure. Et au moment du kinin, on ouvre la porte. Alors les vêtements, les chaussures et les vêtements doivent toujours être bien rangés. Il est recommandé. Alors c'est l'histoire de rangement. Des fois, d'ailleurs Mendes Shimaru le disait, il comprenait l'état d'esprit de la sangha en voyant les chaussures à l'extérieur du dojo. Si les chaussures sont mises en n'importe quel désordre, c'est que ça ne va pas. Et donc, et dans les temples zen,
Ça me fait sourire parce que. Mais dans les temples zen, c'est très important. Par exemple, souvent dans les temples, il y a 3 marches avant d'accéder au niveau du dojo, et on met les chaussures avant de monter sur les marches. Et les chaussures sont tournées, pointe vers l'extérieur, de sorte que quand on sort du dojo, on les enfile directement, comme ça. On n'est pas obligé de se faire demi-tour pour enfiler ses chaussures. Et c'est un peu la même chose ici, quoi. Il faut mettre les chaussures pointées vers l'intérieur ou de l'autre côté, mais de sorte qu'on les enfile rapidement et facilement quand on veut se rechausser. Et j'ai vu encore ce matin des gens qui arrivent dans le dojo en marchant pieds nus depuis le vestiaire. Pas faire ça parce que la cuisine, même si on nettoie, c'est pas toujours parfaitement propre. Et donc, il faut éviter de marcher pieds nus dans le couloir, dans le dojo, ou encore moins aux toilettes, parce que ça veut dire qu'on a amené la saleté dans le dojo. Alors ensuite, j'évoque le rituel. Bon, ça, on en a déjà parlé, on ne va pas parler de nouveau du rituel. Le samu, alors ça, c'est une pratique très importante. Samu, ça veut dire servir, être au service d'eux, c'est l'étymologie du mot samouraï. Et donc, ça fait intégralement partie de la pratique, et ça ne doit pas être considéré comme une corvée. On doit avoir à cœur de pratiquer le samu. Vous connaissez les samu ici, c'est d'aider à préparer la cuisine, la vaisselle, le nettoyage du sol, les toilettes. Voilà. Et donc il faut avoir à cœur d'y participer. Donc oui, je signale aussi que des pratiques qui s'harmonisent avec le zen peuvent être proposées. Shiatsu, Qigong, par exemple. Je n'ai pas mis yoga, mais le yoga peut en faire partie aussi. Mais par contre, il faut demander l'autorisation. On ne peut pas se dire, ben moi, on n'est pas chez soi ici au dojo. On ne peut pas dire, ben moi je fais le zen, hop, je prends la clé et puis je vais venir faire un cours de yoga. Il faut demander la permission, il faut que ça soit organisé, structuré et bien expliqué. Oui, aussi nécessaire de demander l'avis du responsable avant d'entreprendre quelque chose dans le dojo, dans les locaux du dojo. Des fois, ça part d'un geste de bonne volonté, et on se dit, tiens, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, pour améliorer l'état des locaux, mais il ne faut pas entreprendre de le faire sans en avoir parlé avant. Alors, le 18e point, c'est ne pas parler fort, tousser, se moucher bruyamment. Et il a recommandé de rester calme après le zazen. Oui, particulièrement en hiver, il arrive qu'on soit enrhumé. Ou, si jamais c'est le cas, par exemple, avant de se moucher ou tousser, d'abord, si on doit se moucher, on doit le faire discrètement. Et si on doit tousser, il faut essayer de mettre la manche de son kimono devant sa bouche, devant son visage, de façon à éviter de postillonner. Donc rester calme après zazen, c'est vrai que très souvent, on était en silence pendant 1 heure, 1 heure et quart, et puis d'un seul coup, on se met à parler. Moi, je le remarque souvent, ça me frappe, parce que moi, je vais dans mon bureau, là, et puis, d'un seul coup, j'entends un brouhaha, mais c'est pas possible. Les gens qui ont été en silence comme ça pendant 1 heure, d'un seul coup, on dirait comme s'ils avaient été frustrés de ne pas pouvoir parler, des éclats de voix. Non, il faut éviter ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler, mais il faut le faire avec une certaine discrétion. Et puis, on en a déjà parlé les autres fois, autour de la table, notamment au petit déjeuner, mais après les zazen, si on a un pot, c'est bien de pouvoir converser, naturellement. Mais il faut respecter la parole des autres, c'est-à-dire pas parler tous en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui me choque beaucoup ici. Très souvent, il y a trois discussions qui ont cours en même temps. Et des fois, moi-même, j'ai quelque chose à dire, personne n'y fait attention, hein, continue leur discussion, et puis moi, je veux dire quelque chose que je juge important de communiquer pour la Sangha.
Il y a une ou deux personnes à côté de moi qui écoutent ce que je dis, et les autres, ils n'ont rien à faire, ils continuent leur discussion. Donc ça, c'est vraiment à éviter. On avait même, quand on a parlé de ça récemment, on avait même envisagé d'utiliser un bâton de parole. Alors j'espère qu'on n'en sera pas réduit à ça, mais si c'est le cas, on instaurera un bâton de parole. Voilà, puis les conclusions, donc, ces règles sont précieuses et doivent être respectées, mais aucune règle ne remplace une pratique éveillée, source de sagesse, de bienveillance et de compassion. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur tout ce qui vient d'être dit? C'est clair, hein? Je crois qu'il n'y a pas tellement de doute. Ce qui est moins évident, c'est de le mettre vraiment en pratique. Ça, c'est ce que j'espère on fera. Voilà. Donc, apparemment, il n'y a pas de questions, pas de commentaires. Non. Bah, très bien, ça va pouvoir arrêter notre réunion. Je te donne ça aussi. Je vais le numériser, comme cela. Je vais le numériser, et comme ça je c'est bien, pourrais l'envoyer à ceux qui le souhaitent. On a publié ça à l'époque de même des Shimaru, et il y a toutes sortes de commentaires sur la pratique de Zazen, les règles du dojo. Voilà, merci pour votre attention, bonne continuation, passez un bon week-end. Et à lundi soir pour ceux qui pratiquent déjà le lundi.